Hello everyone, you're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part as usual in French with Nadine Yambo. Good afternoon, Nadine. Good afternoon, Ninon Senazé, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire. En ouverture de ce journal, Laurent Gbagbo a passé sa première nuit en Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien est arrivé hier en début de soirée en provenance de Bruxelles en Belgique. Il a été accueilli par des milliers de partisans et sympathisants à l'aéroport d'Abidjan. Son QG de campagne était devenu un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui ne croyaient plus au retour de leur icône politique en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo partage entre tristesse et joie au lendemain de son retour en Côte d'Ivoire. Jeudi soir, il a tenu son premier discours en terre ivoirienne, une occasion de dénoncer à demi-mot les conséquences de son incarcération et renouer avec la vie politique. Le point dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Éric Florent Ouattat et Cédric Noufili. Ce jeudi soir, en Côte d'Ivoire, le QG de campagne de Laurent Gbagbo en 2010 a été choisi pour son premier discours à ses partisans et aux Ivoiriens, tout un symbole fort au regard des violences post-électorales ayant bouleversé la vie de celui qui a été à la tête de ce pays durant ces épisodes sanglants et douloureux, a quitté définitivement en mars 2021. L'émotion est à son comble lorsque Laurent Gbagbo s'exprime sur son état d'esprit après 10 ans d'exil forcé et de batailles juridico-politiques. Affligé et meurtri, Laurent Gbagbo, les larmes aux yeux, regrette la disparition de sa mère en exil et son incapacité à participer aux obsèques du fait de sa détention à la Cour pénale internationale. Je suis allé ici, surtout avec les larmes aux yeux, que je n'étais pas là quand maman m'a dit. Quand on m'a arrêté, elle a plié aussi. Au bout de l'année, quand elle a su que sa fille était proche, elle est revenue avec moi. Et quelques jours, après son arrivée à Côte d'Ivoire, elle est décédée. Je n'ai pas été là. Vous l'aurez une dernière fois. Voilà donc c'est certain que vous faites. Sans elle, je ne serais pas aujourd'hui docteur en histoire. Je ne serais pas président de la République. Et je n'ai pas pu l'oublier. Dans cet océan de tristesse et d'arènes de combat judiciaire, l'ancien président Laurent Gbagbo révèle qu'il a bénéficié d'un soutien incommensurable et chaleureux des Africains et surtout des Camerounais mobilisés pour sa cause. Dans son premier discours en terre ivoirienne, Laurent Gbagbo remercie particulièrement la célèbre et grande avocate camerounaise, Maître Josette Kadji, ayant contribué à sa défense et celle de Charles Blé Goudé. Il remercie des Camerounais qui ont veillé sur lui jusqu'à sa victoire judiciaire. La Côte d'Ivoire et l'Afrique. Parce que on ne regrette pas. Les amis en prison et de l'Afrique
Donc ce n'est pas un hasard si des Camerounais et du tout étonnés et ne me suis pas du tout étonné. Merci, c'est vrai. Ce qui était jusqu'en 2010 le QG de campagne de Laurent Gbagbo est aujourd'hui un sanctuaire pour des jeunes Ivoiriens. Après avoir immortalisé dans leur téléphone l'image dont Laurent Gbagbo regaillardi et en bonne santé, ils ont fait la fête toute la nuit dans les rues d'Abidjan. Ici à Abidjan, Eric Ouattat, Cédric Noufélé et Carlos Minoué, envoyés spéciaux Equinox Télévision. Et vous l'avez suivi un instant, Laurent Gbagbo a donc remercié le peuple camerounais pour sa contribution dans la lutte contre l'injustice internationale. Pour lui, les Camerounais se sont mobilisés pour sa cause à tel point qu'il a été ému. L'ex-chef d'État ivoirien a également remercié Maître Josette Kadi, cette grande avocate et célèbre donc ayant contribué à sa victoire judiciaire, ayant également fait le déplacement pour Abidjan. Nous l'écoutons. Avant toute chose, c'est le fait de le voir en Côte d'Ivoire. Quand il est parti en 2011, personne n'y croyait. On disait c'est un aller sans retour. Et il est là, parmi son peuple, et tout le monde est content. Et il l'a dit, il en a pleuré même, vous avez pu le voir, il en a pleuré. Et j'ai trouvé ça fantastique, c'est ça qui m'a touché. Alors, il a parlé du Cameroun, il vous a rendu hommage. Pour vous, ça représente quoi concrètement? Une fierté immense, vous vous en doutez. On a défendu un homme aussi illustre. Je ne l'ai pas défendu directement, mais il s'agissait d'un dossier commun. Les arguments étaient les mêmes. Donc je me sens... je ne sais même pas comment dire ça. Tellement je suis fière. Et le fait que le président est devant tout le monde, devant le monde entier, rendu hommage à notre travail, rendu hommage aux Camerounais. J'ai trouvé ça très émouvant, et j'ai adoré. Vous avez donc suivi la réaction de l'avocate de Laurent Gbagbo, Maître Josette Kadi, qui revenait justement sur ces hommages que lui ont donné hier Laurent Gbagbo, arrivé en Côte d'Ivoire. L'actualité à présent sur le plan local, donc insécurité dans les installations scolaires au Cameroun. Une scène tragique s'est produite dans une école située dans le 5e arrondissement de la capitale économique Douala. La petite Sanjon, élève à Divine International Primary School, en classe de From 5, est tombée du 3e étage, perdant ainsi la vie. Le reportage de Kediara. Des larmes de désespoir d'un père Suki. Le ciel vient de s'abattre. Sa fille de 9 ans a été brusquement arrachée à la vie au sein de son établissement scolaire situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, où elle va faire une chute du haut du 3e étage de l'édifice. Je me sens transpercé. Je me sens ligoté. La scène se déroule en début d'après-midi ce mercredi. La petite Sanjok, élève en classe 5 à Divine International College of Winsome, va se faire pousser du 3e étage par son camarade de classe avec qui elle s'amusait à sa sortie des toilettes. J'ai déjà accompagné les enfants à l'école. C'est l'aîné, la fille aînée. Je l'ai accompagné hier avec ses petits frères. On m'appelle à 13h pour me dire que l'enfant a eu un accident. Je dis mais l'accident comment? Comment l'enfant peut avoir l'accident à l'intérieur de l'école? La fondatrice, qui échange avec le papa de la petite Sanjok,
lui demande alors de les rejoindre à l'hôpital La Cantini de Douala. Alors que je laisse tout ce que je faisais pour les suivre à La Cantini. J'arrive à La Cantini, je fonce aux urgences. Je ne trouve pas ma fille. Quand je sors de l'urgence, les mamans qui ont vu la scène viennent m'arrêter et me demander d'être fort. Au domicile de la petite Sanjok, ce mercredi après-midi, les enseignants et autres responsables de l'établissement sont venus apporter leur soutien à la famille éplorée. La nouvelle du décès de l'enfant a fait l'effet d'un choc au sein de la communauté des parents d'élèves de Divine International College of Winsome. Selon des témoignages, ils auraient demandé depuis plusieurs semaines au top management de réparer la grille de protection à l'origine de ce drame. Contactée par l'équipe d'Equinox Télévision, la fondatrice n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Et signalons à la suite de ce reportage de Kédiara que la levée du corps de la petite Sanjon se déroule ce vendredi à l'hôpital La Cantini de Douala. L'actualité sportive à présent avant la deuxième partie de ce journal en langue anglaise. L'organisation et la gestion du football serait-elle maudite au Cameroun? Eh bien, de la première association sportive créée en 1934 jusqu'à l'arrivée de la Ligue de football et la FECAFOOT, notre football au Cameroun a toujours été au cœur des scandales de corruption, trafic d'influence et détournement de fonds. Le point dans ce reportage de Jean-Paul Chuniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. De 1930 à 1960, le football va connaître une expansion rapide au Cameroun, avec la création d'une multitude de clubs dans plusieurs régions du pays. Le littoral en tête, avec Douala comme maison mère des équipes de tradition, le Rix Bélois, le Caïman Club d'Aqua, le Léopard de Dedo, l'Union de Douala, la Dynamo de Nkomondo, l'Aigle de Nkonsamba dans le Mungo. Dans la région du centre, la ville de Yaoundé fait office de tête de pro, avec le Canon Pakoum de Kondongo, le Tonnerre Kalara Club de Mvogada et à l'ouest, le Racing Club de Bafoussam, l'Aigle Royal de la Ménois, la Panthère Sportive d'Undé et bien d'autres clubs disséminés à travers le pays. Ce sont ces équipes qui animent le championnat de l'époque. Mais très rapidement, le désordre s'installe dans les tournois avec un cafouillage dans la principale instance d'organisation et de gestion du football camerounais à l'époque. La première association créée en 1934, baptisée Fédération athlétique du Cameroun, avait pour mission de promouvoir et vulgariser le foot dans notre pays. Mais cette association devint vite le berceau de nombreux manquements, à l'instar des décisions arbitraires, la corruption à ciel ouvert, les détournements de fonds, une coupe bien pleine de scandales et d'échecs. Ainsi mourut la FAC de sa bonne mort au bout d'une existence éphémère de 18 années. Une fois dissoute, c'est la Ligue de football du Cameroun qui prend le relais en 1952, encore dirigée par un Français, le sieur Julliard. Le nouveau président reproduit les mêmes tares reprochées à la FAC. Le colon gaulois perpétue la gabégie 5 années durant, avant de dégager définitivement le 27 janvier 1957, année où le Cameroun obtient son autonomie interne sur décision des Nations Unies. Monsieur Julliard du football et ses compatriotes des autres domaines d'activité ont débarrassé le plancher. Les Camerounais prennent leur destin en main. Théodore Manga devient président de la nouvelle Ligue de football. En dépit de tout l'orgueil national prévalant à cette époque, Théodore Manga et sa bande s'illustrent très tôt dans la défense des intérêts égoïstes, clivage ethnique, détournement de fonds. Les membres de la Ligue nationale de football du Cameroun n'en peuvent plus et convoquent une assemblée générale extraordinaire le 11 janvier 1959 à Yaoundé. La montagne accouche d'une souris. La concertation s'achève en queue de poisson dans un cafouillage à nul autre pareil. Pour sauver les meubles, les municipalités de Douala, Yaoundé et Nkonsamba reçoivent quitus d'organiser les compétitions régionales en marge de la rédaction et l'adoption des nouveaux statuts.
Nouvelle assemblée générale, cuisant échec des concertations. Tout irrité de cette incapacité des Camerounais à taire leur querelle au nom de l'intérêt général, le vice-premier ministre chargé de l'éducation nationale, Michel Ndiné, prend tout le monde à contre-pied et interdit la pratique du football le 28 février 1959 sur l'ensemble du pays, 8 jours seulement après sa nomination à ce poste. Et pour un retour à la normale, une révision des statuts est engagée à la va-vite et une nouvelle assemblée générale extraordinaire convoquée. Les statuts adoptés, l'actuelle Fédération camerounaise de football est créée, avec pour premier président Ngankou Amos, élu ce fameux 30 mai 1959. Malheureusement, 62 ans après sa sortie des fonds baptismaux, la FECAFOOT d'aujourd'hui a presque conservé point par point les mauvaises pratiques et mauvaises habitudes de sa douloureuse genèse. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazé. Thank you, Nadine Yambo. Good afternoon once again to you, viewers. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. We begin with news in the northwest region of Cameroon to say Brigadier General Cavalier has told the military men deployed to fight separatist fighters to respect ethics of the profession. He was speaking in Bui division of the northwest region during an operation dubbed Bui Clean, and during that operation covered by Bou Stella, the population say they are the principal victims of the conflicts between the military and the separatist fighters. Her report. Separatist fighters say they are fighting to protect the people and create a state called Ambazonia. The government of Cameroon says they have the population at heart and are working towards protecting them, their property and the integrity of Cameroon. Fighting between the two has caused deaths, displacements and loss of livelihoods. The population seem caught in between. Their only struggle is to survive. The territorial boundaries of Cameroon are threatened in the northwest and southwest regions. In the northwest, offensive and counter-offensive operations are being carried out. The most recent is codenamed Bui Clean, carried out by state forces between May 15 and June 15, 2021 in Bui Division and its environs. In the northwest these days, anyone who is not a target is a victim. For fear of what may happen, this courageous resident of Kumbu speaks to Equinox Television on the basis of anonymity. Both sides of the divide, they are multiplying attacks on one another. The population is feeling the pinch. You will bear witness with me that we have an agro-pastoral oriented population. They live on this for their livelihood, and that you can't find cattle again in the hills. It's difficult for people to move to their farms safely because they live in fear and tension. Loved ones have been buried outside, and sometimes the ransom that they're asking to bury our loved ones is just too much. For the last 2 months, separatist fighters believed to have been led by self-made Ambazonian General No Pity carried out attacks at the Lassen Gendarmerie in Noni subdivision and Galim in the west region, making away with stocks of war arsenal and killing officers. Que leurs corps et leurs âmes reposent en paix. À ceux qui ont été blessés, un prompt rétablissement. At the end of the first phase of Bui Clean, these arms and munitions, fetish-looking gadgets known as Odeshi, gallons the operation commander sees contains fuel and motorbikes as some of the items the men on the front line battling to keep Cameroon's territorial boundaries say they recovered during the operation. Be on the alert, Brigadier General Cavalier told the troops in Kumbu as Ambazonian General No Pity is still on the run. Nous avons constaté, malheureusement, que 60-70% des décès de nos hommes dans la conduite des opérations sur le terrain sont dus aux violations de consignes. C'est inacceptable pour les hommes maintenus. Il y a un individu qu'on appelle No Pity. Ce monsieur reste une cible prioritaire, je vous l'ai dit.
Bui Division has been described as the epicenter of the crisis, with the motorbike sector contributing enormously. We know that much is still left to be done, and we hope that as we bring all the other actors on board, notably the traditional rulers, the elite of the locality, the church leaders, the traditional authorities, we will be able to continue the pacification exercise and give peace a chance in Bui Division. Bui Clean is the third major operation that has been carried out in Bui Division since the change in military command at the helm of the 5th Joint Military and 5th Gendarmerie regions. These operations are yet to restore calm in the division. Over a meal with the troops, Brigadier General Carvalho says the operations will continue until the population can go about their activities freely. Hate speech and xenophobic attacks are known to be major factors tearing Cameroonians apart, especially on social media. Benjamin Mutanga Eto'o, member of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, calls on Cameroonians to be on the alert in order to remain more than united. Details with Derijato. Cameroon is being torn apart by hate speech and xenophobia. You know, it goes with the social media and it goes everywhere. So we need to fight against it, and we're here to build a coalition. A country with over 250 ethnic groups is divided almost the same number. We have to be very careful to make sure that one ethnic group does not develop hatred to the other, or that some ethnic groups don't cabal against others in order to foster selfish ambitions. Unity is fast fading out, and this has come to the notice of President Paul Biya. Our president felt, and rightfully so, that we should spread this campaign to the regions, so that the message doesn't end up only in Yaoundé, but should also be vehicled to the respective regions. And the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism is commissioned. The head of state feels that we should say enough is enough to hate speech and xenophobia, and that Cameroon should move ahead with its unity in diversity. And today some of its members are in Buea in a meeting with various stakeholders drawn from the Southwest region to exchange notes on the way forward. And this is part of the new national campaign against hate speech and xenophobia in Cameroon. Hate speech is today a monster, no doubt, but unfortunately, hate speech is winning and gaining more grounds every day in Cameroon. And for the healing process to start, genuine root causes must be identified. The National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism preach the gospel to these Southwest stakeholders. Thousands of Cameroonians in the north and far north regions of Cameroon have been living for close to 2 decades without electricity supply. The most affected localities are Bibemi and Zina. The reason why the United Nations Scientific Research or the United Nations Educational and Scientific as well as Cultural Organization is stepping in to ameliorate this situation. Charles Akume has details. More than 1,000 households are in total blackout in the far north and north regions of the country. For over 2 decades, they haven't had electricity. The localities of Bibemi, Poli and Zina are the most affected by the absence of electricity supply. Locals use bush lamps and flashlight torches in order to see once it's nightfall. It's been over 20 years that we don't have electricity. We live in complete darkness. Parce qu'actuellement, il y a les enfants. Bon, comme il y a les enfants, il n'y a pas les lumières. We have children who go to school, but we have no electricity. This causes them not to study and revise their lessons at night. We are forced to use bush lamps, which use kerosene, and it's costly.
Ça coûte cher. Administrative authorities also reveal that the absence of power is a contributing factor to insecurity. Excepté la ville de Poli, aucun village. Besides the town of Poli, no other village in the zone has electricity. This has led to rising insecurity. Sécurité qui se pose. To solve this problem and take the people out of enclavement, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization will soon install solar energy systems in order for them to have electricity. C'est la première fois que l'UNESCO met en œuvre un projet sur les énergies. This is the first time UNESCO has embarked on a project in regards to renewable energy sources in this zone. We conducted a study to see why other projects in this domain haven't been fruitful in the past. In collaboration with our colleagues at the University of Maroua, we realized that there were a number of problems, notably the type of equipment we were proposing to the population which were not in conformity with their culture. Entre les équipements qu'on proposait et la culture. Moreover, the international organization will help each community with social basic amenities so as to give them hope for a better future. Les ménages qui vont bénéficier, ça va permettre à leurs enfants. The equipment which these households will benefit from UNESCO will help their children so they can study in better conditions. Avant, ils pourront utiliser ça pour étudier. Nous espérons. We are hoping that this project, which has begun, will be completed as expected, because so many projects are usually launched and they never get to fruition. Ils commencent et puis ça s'arrête sans finir. This initiative, put in place by UNESCO, will also permit many women to partake in a 4-month educational program on how to use and manage renewable energies. The program will take place in Senegal's capital, Dakar. And that report ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day and a nice weekend. Nadine Yambou, bonne journée et bon week-end. Bon week-end à vous également, Innocent Nazé, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à tous et à toutes.